Le principe 80-20. De l'auteur Richard Koch, lu par Livre Académie. Chapitre numéro 1. Voici le principe 80-20. Le principe 80-20 devrait être mis en pratique par toute personne intelligente dans sa vie quotidienne, ainsi que par toute organisation, tout groupe social et toute forme de société. Il peut aider l'individu ou le groupe à accomplir davantage avec beaucoup moins d'efforts. Le principe 80-20 peut augmenter l'efficacité personnelle et rendre chacun plus heureux. Il peut améliorer la rentabilité de l'entreprise et l'efficacité de n'importe quelle organisation. Il peut même permettre d'augmenter le nombre et la qualité des services publics tout en réduisant le coût. J'ai écrit le présent ouvrage, le premier à porter sur le principe 80-20, parce que j'ai l'intime conviction, corroborée par mon expérience personnelle et professionnelle, que ce principe constitue l'un des meilleurs moyens d'affronter les pressions de la vie moderne et de les transcender. Qu'est-ce que le principe 80-20 ? Selon le principe 80-20, c'est une minorité de causes, d'intrants ou d'efforts qui entraînent la majorité des résultats, des extrants ou des récompenses. Littéralement, cela signifie par exemple que 80% de ce que vous accomplissez dans votre travail résulte de 20% du temps que vous y consacrez. Ainsi, les 4/5 de vos efforts, la grande majorité, donc ne rapportent rien. Voilà qui va à l'encontre de ce à quoi on s'attend normalement. Le principe 80-20 établit qu'il existe un déséquilibre intrinsèque entre cause et résultat, entre intrants et extrants, entre efforts et récompenses. Le rapport 80-20 constitue une bonne approximation de ce déséquilibre. Un modèle typique indiquera que 80% des extrants résultent de 20% des intrants, que 80% des effets découlent de 20% des causes, ou que 80% des résultats sont obtenus grâce à 20% des efforts. Dans le monde des affaires, la justesse de beaucoup d'exemples du principe 80-20 a été prouvée. Ainsi, 20% des produits offerts représentent généralement 80% du chiffre d'affaires. Il en est de même pour 20% des clients. Une entreprise tire environ 80% de ses profits de 20% de ses produits ou de ses clients. Dans la société, 20% des criminels commettent 80% des crimes. 20% des automobilistes causent 80% des accidents. % des personnes qui se marient entraînent 80% des statistiques de divorce. Ceux qui se marient ou qui divorcent à répétition faussent les statistiques et donnent de la durée de la fidélité conjugale une image pessimiste exagérée. 20% des enfants obtiennent 80% des diplômes. À la maison, il est probable que 20% de vos tapis et moquettes recevront 80% du passage et de l'usure. 20% de vos vêtements seront portés 80% du temps. Et si vous avez une alarme anti-vol, 80% des fausses alarmes seront déclenchées par 20% des causes possibles. Le moteur à combustion interne est une bonne illustration du principe 80-20. 80% de l'énergie se gaspille dans la combustion et 20% de cette même énergie fait tourner les roues. Ces 20% de l'apport produisent 100% du rendement. Découverte de Pareto, déséquilibre systématique et prévisible. Le modèle sous-tendant le principe 80-20 fut découvert en 1897 par l'économiste italien Vilfredo Pareto, 1848 à 1923. Depuis, sa découverte a connu plusieurs appellations. Principe de Pareto, loi de Pareto, règle 80-20, loi du moindre effort, principe du déséquilibre. Dans le présent ouvrage, nous l'appellerons principe 80-20. De par son influence subtile sur un grand nombre de personnes braquées sur la réussite, hommes d'affaires, spécialistes de l'informatique, ingénieurs de la qualité, le principe 80-20 a contribué à façonner notre monde moderne. Pourtant, il reste l'un des secrets les mieux gardés de notre époque. Même le petit groupe privilégié des spécialistes qui le connaissent et l'utilisent n'exploite qu'une infime partie de son potentiel. Qu'a donc découvert Vilfredo Pareto ? Il recherchait des modèles dans la distribution de la richesse et des revenus dans l'Angleterre du XIXe siècle. Dans ces échantillons, il a constaté que la majorité des revenus et de la richesse allait à une minorité de gens. Cela n'avait sans doute rien de bien étonnant. Mais il a également mis au jour deux autres faits qu'il estimait extrêmement importants. Premièrement, il a découvert qu'il existait une relation mathématique constante entre le nombre de personnes, exprimé en pourcentage de la population totale étudiée, et le montant de leurs revenus ou la valeur de leur richesse. Pour simplifier,
Disons que si 20% de la population détenait 80% de la richesse, on pouvait prédire, sans crainte de se tromper, que 10% de la population en détenait disons 65% et que 5% en détenait 50%. Les pourcentages ne sont pas importants. Ce qui compte, c'est le fait qu'il y avait un déséquilibre prévisible dans la distribution de la richesse parmi la population. La deuxième découverte de Pareto, celle qui l'a particulièrement enthousiasmé, était que ce modèle de déséquilibre apparaissait immanquablement dans les données d'autres époques ou d'autres pays. Le même modèle se répétait avec une précision mathématique, que Pareto étudia des données sur l'Angleterre, comme il l'a fait au début, ou qu'il étudia des données de son époque ou des données antérieures provenant d'autres pays. S'agissait-il d'une coïncidence bizarre ou d'une réalité de la plus haute importance pour l'économie et la société? Le principe s'appliquerait-il à des données autres que les revenus ou la richesse? Pareto était un formidable innovateur. Avant lui, personne n'avait jamais analysé deux ensembles de données associées, en l'occurrence, la distribution des revenus ou de la richesse par rapport au nombre de propriétaires fonciers ou de personnes touchant des revenus, et comparer les pourcentages calculés dans les deux ensembles. De nos jours, cette méthode, devenue courante, a mené à de grandes percées dans le commerce et l'économie. Malheureusement, même si Pareto a compris l'importance et la vaste portée de sa découverte, il n'est jamais arrivé à l'expliquer clairement. Il est vite passé à une série de théories sociologiques décousues mais fascinantes, centrées sur le rôle des élites, théories récupérées à la fin de sa vie par les fascistes de Mussolini. L'importance capitale du principe 80-20 a été ignorée pendant une génération. Certes, quelques économistes, surtout américains 6, ont compris son immense valeur, mais il a fallu attendre la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale pour que deux pionniers, dont le travail était parallèle mais complètement différent, commencent à créer des remous avec le principe 80-20. 1949, loi du moindre effort de Zipf. L'un de ces pionniers, George Zipf, était professeur de philologie à Harvard. En 1949, il découvrit la loi du moindre effort, qui était en réalité une redécouverte et une élaboration du principe de Pareto. Selon la loi de Zipf, les ressources, personnes, biens, temps, aptitudes et tout ce qui est productif, ont tendance à s'organiser entre elles de manière à réduire le travail au minimum, de telle sorte que de 20 à 30% de telle ou telle ressource produit de 70 à 80% de l'activité liée à cette ressource. Zipf s'est servi des statistiques démographiques, des livres, de la philologie et du comportement dans l'industrie pour démontrer l'inéluctable récurrence de ce modèle de déséquilibre. Par exemple, en analysant tous les permis de mariage délivrés à Philadelphie en 1931 dans un district d'une vingtaine de rues, il a démontré que 70% des mariages unissaient des personnes vivant à moins de cette rue, c'est-à-dire 30% de la distance totale possible, les unes des autres. Incidemment, Zipf a aussi fourni une justification scientifique au désordre qui règne dans les bureaux au moyen d'une autre loi. La fréquence d'utilisation rapproche de nous les objets utilisés le plus souvent. Les secrétaires intelligentes savent depuis longtemps que les dossiers fréquemment consultés ne doivent pas être classés. 1951, règle des « quelques éléments essentiels » de Juran et essor du Japon. L'autre pionnier du principe 80-20 est le gourou de la qualité totale, l'ingénieur américain d'origine roumaine Joseph Moses Juran, 1904 à 2008, celui qui est à l'origine de la révolution qualité de 1950 à 1990. Il a rendu ce qu'il appelait parfois le principe de Pareto, parfois la règle des quelques éléments essentiels, quasiment synonyme de recherche de la plus haute qualité des produits. En 1924, il s'est joint à la société Western Electric, division de fabrication de Bell Telephone System, à titre d'ingénieur en organisation. Plus tard, il est devenu l'un des premiers consultants en qualité au monde. Son idée géniale a été d'utiliser le principe 80-20 et d'autres méthodes statistiques pour repérer les défauts de qualité et pour améliorer la fiabilité ainsi que la valeur des biens industriels et des biens de consommation. Dans son célèbre ouvrage publié pour la première fois en 1951, Juran met de l'avant le principe 80-20 en des termes très généraux. Il écrit « L'économiste Pareto a découvert que la richesse s'était distribuée de façon non uniforme de la même manière que les observations faites par Juran sur les défauts de qualité. On trouve beaucoup d'autres illustrations de cela. Distribution du crime parmi les criminels, distribution des accidents parmi les procédés dangereux, etc. Le principe de distribution inégale de Pareto s'applique à la distribution de la richesse et à la distribution des défauts de qualité. Aucun grand industriel américain ne s'est intéressé aux théories de Juran, qui fut invité au Japon pour y donner des conférences et y trouva un auditoire plus réceptif. Il y resta pour travailler auprès de plusieurs grandes sociétés japonaises et il transforma la valeur et la qualité des biens de consommation produits. Il fallut attendre que la menace représentée par le Japon pour l'industrie américaine devienne apparente,
après 1970, pour que Juran soit pris au sérieux par l'Occident. Il rentra aux États-Unis pour y faire ce qu'il avait fait pour les Japonais. Le principe 80-20 se trouvait au cœur de sa révolution mondiale en matière de qualité. Des années 1960 aux années 1990, progrès réalisés grâce au principe 80-20, IBM fut l'une des premières sociétés à repérer le principe 80-20 et à l'utiliser, ce qui explique sans doute pourquoi le principe est familier à la plupart des spécialistes en systèmes informatiques formés durant les années 1960 et 1970. En 1963, IBM découvrit qu'environ 80% du temps d'utilisation d'un ordinateur est consacré à l'exécution d'environ 20% du code d'opération. IBM procéda immédiatement à la révision de son logiciel d'exploitation afin de rendre ces 20% plus accessibles et plus conviviaux. Ces ordinateurs devinrent ainsi plus efficaces et plus rapides que ceux de ses concurrents dans la plupart des applications. Ceux qui ont mis au point l'ordinateur personnel et ses logiciels au cours de la génération suivante, Apple, Lotus et Microsoft, par exemple, appliquèrent le principe 80-20 avec encore plus d'enthousiasme en vue de réduire le prix de leurs machines et de rendre leur utilisation plus facile pour une nouvelle génération de clients, dont les désormais célèbres « nuls », qui se seraient précédemment tenus à une distance respectueuse de tout ordinateur. Le gagnant rafle tout. Un siècle après Pareto, les implications du principe 80-20 ont fait surface durant la récente controverse entourant les salaires astronomiques toujours croissants des superstars et des quelques élus trônant au sommet de la pyramide de certaines professions. Le réalisateur Steven Spielberg a gagné 165 millions de dollars américains en 1994. Joseph Jamial, le criminaliste américain le mieux rémunéré, a empoché 90 millions. Les réalisateurs ou les avocats simplement compétents, bien entendu, ne gagnent qu'une fraction de ces sommes. Le XXe siècle a été témoin d'efforts massifs déployés en vue de niveler les revenus. Mais dès qu'elle est aplanie dans une sphère, l'inégalité réapparaît tout de suite dans une autre. Aux États-Unis, de 1973 à 1995, le revenu réel moyen a augmenté de 36%, tandis que celui des non-cadres a décliné de 14%. Durant les années 1980, ce sont 20% des personnes touchant les plus hauts revenus qui ont accaparé toute l'augmentation. Qui plus est, 64% de l'augmentation totale a profité à 1% de personnes se trouvant au sommet de la pyramide des revenus. Aux États-Unis, la propriété des titres boursiers est également concentrée dans un fort petit nombre de familles. 5% des ménages américains détiennent environ 75% de l'avoir du secteur des ménages. Un effet semblable se fait sentir dans le rôle du dollar américain. Près de 50% du commerce international se facture en dollars américains, tandis que les exportations américaines ne représentent que 13% des exportations mondiales. Et, tandis que la part en dollars américains des réserves de devises étrangères atteint les 64%, le produit intérieur brut des États-Unis ne représente qu'un peu plus de 20% de la production mondiale. Le principe 80-20 se manifestera toujours, à moins qu'un effort conscient, constant et prodigieux ne soit consenti et maintenu pour le vaincre. Pourquoi le principe 80-20 est-il si important? Le principe 80-20 est précieux parce qu'il est contre-intuitif. Nous nous attendons généralement à ce que toutes les causes jouent à peu près un rôle égal, par exemple, que tous les clients aient à peu près la même valeur, que chaque vente, produit et dollar de revenus se vaillent, que chaque jour, semaine ou année ait la même importance, que tous nos amis comptent également pour nous, que toutes les demandes d'information ou coups de téléphone soient traités de la même manière, qu'une université en vaille une autre, que tous les problèmes découlent d'un grand nombre de causes et qu'il soit inutile d'en chercher les principales, que toutes les occasions se vaillent et qu'il faille les traiter toutes de la même façon. Nous avons tendance à croire que 50% des causes ou intrants entraîneront 50% des résultats ou extrants. Il semble naturel, voire démocratique, que les causes et les résultats soient proportionnellement équilibrés. Bien entendu, ils le sont parfois. Mais cette illusion du 50-50 est l'une des plus fausses, des plus néfastes et des mieux enracinées qui soient. Selon le principe 80-20, lorsque deux ensembles de données portant sur les causes et les résultats peuvent être analysés, il est probable que l'analyse fera apparaître un modèle de déséquilibre. 65-35, 70-30, 75-25, 80-20, 95-5, 99,90,1 ou n'importe quel autre rapport. Cependant, la somme des deux nombres ne doit pas nécessairement être 100. Les tenants du principe 80-20 affirment également qu'il est probable que nous serons étonnés du déséquilibre lorsque nous prendrons connaissance du rapport réel existant. Quelle que soit l'ampleur du déséquilibre, il est probable qu'il sera supérieur à nos estimations. Des dirigeants d'entreprises soupçonnent que certains clients ou certains produits sont plus rentables que d'autres. Mais lorsque la différence est prouvée, ils sont souvent étonnés, voire sidérés.
Des enseignants savent que la plupart de leurs problèmes de discipline ou d'absentéisme sont le fait d'une minorité d'élèves. Mais si les registres sont analysés, il est probable que l'ampleur du déséquilibre dépassera de loin ce qu'ils avaient perçu. Il se peut que nous sentions bien qu'une partie de notre travail est plus productive que le reste, mais si nous mesurons les intrants et les extrants, la disparité pourrait tout de même nous étonner. Pourquoi s'intéresser au principe 80-20? Que vous vous en rendiez compte ou non, ce principe s'applique à votre vie, à vos activités sociales et à votre milieu de travail. Une bonne compréhension de ce principe vous donnera une idée précise de ce qui se passe vraiment dans le monde qui vous entoure. Le message à retenir du présent ouvrage est que l'utilisation du principe 80-20 peut améliorer considérablement notre vie quotidienne. Chacun de nous peut devenir plus efficace et plus heureux. Chaque entreprise commerciale peut devenir beaucoup plus rentable. Chaque organisation à but non lucratif peut obtenir des résultats encore plus utiles. Chaque gouvernement peut faire en sorte que son existence profite encore plus à ses citoyens. Il est possible pour chaque individu et chaque institution d'obtenir davantage de ce qui a une valeur positive et moins de ce qui a une valeur négative, avec beaucoup moins d'efforts, de dépenses ou d'investissements. Un processus de substitution se trouve au cœur de ces progrès. Les ressources dont les effets sont faibles lorsqu'elles sont utilisées à telle ou telle fin ne le sont plus ou le sont moins. Inversement, celles dont les effets sont les plus puissants sont utilisées le plus possible. Chacune des ressources est idéalement mise à contribution là où elle rapporte le plus. Dans la mesure du possible, les ressources faibles sont améliorées de manière qu'elles produisent un effet semblable à celui des ressources plus fortes. Les entreprises et les marchés recourent avec succès à ce processus depuis des siècles. L'économiste français Jean-Baptiste Say a été le premier, vers 1800, à faire l'apologie de l'entrepreneur, dont il dit qu'il transfère les ressources économiques d'un domaine de faible productivité à un domaine de productivité et de rendement supérieur. L'une des implications les plus intéressantes du principe 80-20 est le fait que les entreprises et les marchés sont encore très éloignés des solutions optimales. Par exemple, le principe veut que 20% des produits, clients ou employés engendrent en fait 80% des profits. Si cela est vrai, et les enquêtes poussées confirment généralement l'existence d'un tel modèle de déséquilibre, la situation actuelle est loin d'être efficace ou optimale. En effet, cela signifie que 80% des produits, clients ou employés ne contribuent au profit que dans une maigre proportion de 20%, que le gaspillage est excessif, que les ressources les plus agissantes de l'entreprise sont entravées par une majorité de ressources beaucoup moins efficaces et que les profits pourraient être multipliés si l'entreprise arrivait à vendre un plus grand nombre de ses produits les plus rentables, à embaucher davantage de meilleurs éléments ou à attirer plus de clients qui rapportent, ou bien à les convaincre d'acheter davantage de produits de l'entreprise. Dans une telle situation, on est en droit de se demander pourquoi on continue de vendre les 80% de produits qui ne rapportent que 20% des profits. Les entreprises se posent rarement ce genre de questions, sans doute parce qu'y répondre entraînerait la prise d'une mesure radicale. Mettre fin à 80% de ces activités ne constitue pas un changement banal. Les financiers de notre époque nomment arbitrage ce que c'est appelé le travail de l'entrepreneur. Les marchés financiers internationaux sont prompts à corriger les anomalies d'évaluation, par exemple entre les taux de change. Mais les entreprises et les individus sont généralement médiocres dans l'exercice de ce genre d'arbitrage ou d'entrepreneuriat, quand il faut déplacer les ressources d'un domaine où elles rapportent peu à un autre où elles produisent le maximum de résultats, ou encore quand il faut écarter les ressources de peu de valeur pour en acheter de meilleures. La plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte à quel point certaines ressources, certes une faible minorité, sont super productives, celles que Juran appelait les « quelques éléments essentiels », tandis que la majorité, les « nombreux éléments utiles », sont peu productives ou ont bel et bien une valeur négative. Dans toutes les dimensions de la vie, si nous arrivions à distinguer les quelques éléments essentiels des nombreux éléments utiles et si nous agissions pour redresser la situation, nous pourrions multiplier tout ce qui a de la valeur pour nous. Le principe 80-20 est la théorie du chaos. La théorie des probabilités nous enseigne qu'il est pratiquement impossible que toutes les applications du principe 80-20 se produisent au hasard, par coïncidence. Nous ne pouvons expliquer le principe qu'en avançant qu'une cause plus profonde le sous-tend.
Pareto lui-même s'est colté à ce problème en tentant d'appliquer une méthodologie constante à l'étude de la société. Il cherchait des théories qui illustrent des faits d'expérience et d'observation, des modèles récurrents, des lois sociologiques ou des uniformités qui expliquent le comportement des individus et de la société. La sociologie de Pareto n'a pas abouti à une explication convaincante. Il est mort longtemps avant l'émergence de la théorie du chaos, qui présente de grands parallèles avec le principe 80-20 et qui contribue à l'expliquer. Le dernier tiers du XXe siècle a été témoin d'une révolution dans la manière dont les scientifiques conçoivent l'univers, laquelle a renversé la vision du monde rationnel et mécaniste qui dominait depuis 350 ans. Cette révolution représentait en soi un grand progrès par rapport à la vision mystique du Moyen Âge, fondée sur le hasard. Avec la perspective mécaniste, Dieu a cessé d'être une force irrationnelle et imprévisible pour devenir un ingénieur horloger beaucoup plus convivial. La vision du monde qui a eu cours depuis le XVIIe siècle et qui domine encore aujourd'hui, sauf dans les milieux scientifiques évolués, était extrêmement réconfortante et utile. Tous les phénomènes se réduisaient à des relations linéaires régulières et prévisibles. Par exemple, A cause B, B cause C, et A plus C cause D. Grâce à cette manière de voir le monde, n'importe quel élément de l'univers, le fonctionnement du cœur humain, par exemple, ou un quelconque marché individuel, pouvait être analysé séparément, parce que le tout n'était que la somme de ses composants et vice-versa. Durant la seconde moitié du XXe siècle, toutefois, il a semblé beaucoup plus juste de considérer le monde comme un organisme en évolution, comme un système complet qui est supérieur à la somme de ses parties et dont les interrelations sont non linéaires. Les causes sont difficiles à identifier. Il existe entre elles de complexes interdépendances, et la démarcation entre cause et effet est floue. L'ennui, avec la pensée linéaire, c'est qu'elle n'est pas toujours applicable, qu'elle est une simplification exagérée de la réalité. L'équilibre est illusoire ou éphémère. L'univers ne tourne pas rond. Pourtant, la théorie du chaos, malgré son nom, ne dit pas que tout est un fouillis incompréhensible et irrémédiable. Elle nous enseigne plutôt qu'une logique d'auto-organisation se cache derrière le désordre, une non-linéarité prévisible, quelque chose que l'économiste Paul Krugman qualifiait d'effrayant, d'inquiétant et de terriblement exact. Cette logique est plus difficile à décrire qu'à déceler, et elle n'est pas tout à fait étrangère à la récurrence d'un thème dans une œuvre musicale. Certains modèles caractéristiques se reproduisent, mais avec une variété infinie et imprévisible. La théorie du chaos et le principe 80-20 s'éclairent l'un l'autre. Qu'est-ce que la théorie du chaos et les concepts scientifiques apparentés ont à voir avec le principe 80-20 ? Bien que personne ne semble encore avoir établi de lien, je crois que la réponse à cette question est bien des choses. Le principe du déséquilibre. La question de l'équilibre, plus justement, du déséquilibre, est commune à la théorie du chaos et au principe 80-20. L'une et l'autre posent, avec beaucoup de preuves empiriques, que l'univers est déséquilibré, que le monde n'est pas linéaire, que la cause et l'effet sont rarement liés de manière égale. L'une et l'autre attachent beaucoup d'importance à l'auto-organisation. Certaines forces sont toujours plus puissantes que d'autres et tenteront d'accaparer plus que leur juste part de ressources. La théorie du chaos contribue à expliquer pourquoi et comment se produit ce déséquilibre en faisant apparaître le tracé d'un certain nombre d'évolutions au fil du temps. L'univers n'a rien d'une ligne droite. Le principe 80-20, comme la théorie du chaos, se fonde sur le concept de non-linéarité. Une grande partie de ce qui se produit est sans importance et peut être oubliée. Mais il existe toujours quelques forces dont l'influence est disproportionnée par rapport à leur nombre. Ce sont ces forces qu'il faut repérer et surveiller. S'il s'agit de forces non souhaitables, il nous faut songer à la manière de les neutraliser. Le principe 80-20 nous offre un test empirique de non-linéarité qui est des plus puissants et s'avère applicable à tout système. Il suffit de nous demander si 20% des causes entraînent 80% des résultats. Un phénomène est-il à raison de 80% relié à seulement 20% d'un autre phénomène ? Voilà une méthode utile pour dépister la non-linéarité, mais encore plus utile pour nous guider dans le repérage des forces démesurément puissantes qui sont à l'œuvre. Les boucles de rétroaction fausses et perturbent l'équilibre. Le principe 80-20 est également compatible avec les boucles de rétroaction révélées par la théorie du chaos.
des influences initiales minimes s'amplifient considérablement pour produire des résultats tout à fait inattendus, mais que l'on peut expliquer après coup. En l'absence de ces boucles, la distribution naturelle du phénomène serait de 50-50, les causes d'une fréquence donnée entraîneraient des effets de même proportion. Ce n'est qu'en raison des boucles de rétroaction positives et négatives que les causes ne produisent pas d'effets proportionnels. Pourtant, il semble également vrai que de puissantes boucles de rétroaction positive ne touchent qu'à une mince minorité de causes. C'est ce qui explique pourquoi cette minorité peut exercer une si grande influence. Des boucles de rétroaction positive se manifestent dans beaucoup de domaines, expliquent pourquoi les relations entre populations sont généralement d'un rapport 80-20 plutôt que 50-50. Par exemple, les riches deviennent plus riches non seulement grâce à leurs aptitudes supérieures, mais aussi parce que la richesse engendre la richesse. Le même phénomène apparaît dans les étangs de poissons rouges. Même si vous y placez au départ des poissons de taille à peu près égale, ceux qui sont légèrement plus gros que les autres deviendront beaucoup plus gros parce que, grâce aux minimes avantages initiaux d'une plus forte propulsion et d'une plus grande bouche, ils pourront capturer et avaler une quantité de nourriture disproportionnée. Le point charnière. Le concept du point charnière est apparenté à celui de la boucle de rétroaction. Jusqu'à un certain point, une nouvelle force, qu'il s'agisse d'un nouveau produit, d'une nouvelle maladie, d'un nouveau groupe rock ou d'une nouvelle habitude sociale comme le jogging ou la pratique du patin à roues alignées, a de la difficulté à s'imposer. Beaucoup d'efforts n'entraînent que peu de résultats. À ce moment-là, bon nombre de pionniers laissent tomber. Mais si une nouvelle force persiste et arrive à franchir un certain point invisible, le moindre effort supplémentaire peut apporter de grands résultats. C'est ce point invisible que nous appelons le point charnier. Ce concept est emprunté à la théorie de l'épidémie. Le point charnière est celui où un phénomène stable, une faible poussée de grippe, peut se transformer en crise de santé publique, à cause du nombre de personnes infectées qui risquent d'en infecter d'autres. Et du fait que le comportement des épidémies est non linéaire et que celles-ci n'évoluent pas comme on s'y attend. De petits changements, par exemple, une réduction de 40 000 à 30 000 des nouvelles infections, peuvent avoir des effets considérables. Tout dépend du moment où les changements sont apportés et de la manière dont ils sont faits. Les premiers arrivés seront les mieux servis. La théorie du chaos suppose l'existence de la sensibilité aux conditions initiales. Ce qui arrive en premier lieu, ne serait-ce que quelque chose de manifestement banal, peut avoir un effet démesuré. Voilà qui fait écho au principe 80-20 et qui peut l'expliquer. Le principe établit qu'une minorité de causes exerce la majorité des effets. L'une des limites du principe, s'il est considéré isolément, est qu'il est toujours un instantané de ce qui est vrai au moment même, plus précisément, dans un passé très récent par rapport au moment où l'instantané est pris. C'est ici que la sensibilité aux conditions initiales tirée de la théorie du chaos se révèle utile. Une petite avance au départ peut mener à une avance plus importante ou à une position de domination, jusqu'à ce que l'équilibre soit perturbé et qu'une autre petite force exerce alors une influence disproportionnée. Une entreprise qui, dès l'apparition d'un marché, fournit un produit de 10% supérieur à celui de ses concurrentes pourrait bien finir par s'approprier une part de ce marché 2 ou 3 fois plus importante que les leurs, même si ces dernières fournissent plus tard un meilleur produit que le sien. Au début de l'ère de l'automobile, si 51% des automobilistes ou des pays avaient opté pour la conduite à gauche, celle-ci aurait eu tendance à s'imposer chez presque 100% des conducteurs. De même, lorsqu'on a commencé à utiliser des horloges rondes, si à peine 51% de celles-ci tournaient dans ce que l'on appelle maintenant le sens des aiguilles d'une montre, plutôt que dans l'autre sens, cette convention a prévalu, même si les aiguilles pourraient très bien tourner dans l'autre sens. En fait, les aiguilles de l'horloge de la cathédrale de Florence tournaient de droite à gauche et son cadran était divisé en 24 heures. Peu après la construction de la cathédrale, en 1442, les autorités et les horlogers ont normalisé l'horloge de 12 heures tournant de gauche à droite, parce que la majorité des horloges étaient ainsi. Pourtant, si 51% des horloges avaient été semblables à celles de la cathédrale de Florence, nous nous servirions aujourd'hui d'une horloge de 24 heures tournant dans l'autre sens. Ces observations sur la sensibilité aux conditions initiales n'illustrent pas parfaitement le principe 80-20. Les exemples donnés impliquent un changement dans le temps, tandis que le principe 80-20 implique une rupture statique des causes à un moment quelconque donné. Pourtant,
Un lien majeur existe entre les deux phénomènes. Chacun montre que l'univers est allergique à l'équilibre. Dans le premier cas, nous sommes témoins d'un éloignement naturel du rapport 50-50 entre phénomènes concurrents. Un rapport 51-49 est fondamentalement instable et tend à devenir un rapport 95-5, 99-1, voire 100-0. L'égalité finit par la prédominance. C'est l'un des messages lancés par la théorie du chaos. Le message du principe 80-20 s'en distingue, tout en lui étant complémentaire. Le principe nous dit que, à n'importe quel stade, la majeure partie du phénomène sera expliquée ou causée par la minorité des éléments qui y participent. 80% des résultats proviennent de 20% des causes. Quelques éléments sont essentiels. La plupart ne le sont pas. Le principe 80-20 distingue les bons films des mauvais. On trouve dans l'industrie du cinéma l'un des exemples les plus spectaculaires de l'application du principe 80-20. Deux économistes ont mené une recherche sur les revenus et la durée productive de 300 films sortis sur une période de 18 mois. Ils ont constaté que 4 films, soit 1,3% du nombre total, ont rapporté 80% des revenus totaux au guichet. Les 296 films restants, soit 98,7% des films étudiés, n'ont représenté que 20% des recettes. Ainsi, l'industrie du cinéma, bon exemple de marché libre, obéit à une règle 81 qui illustre clairement le principe du déséquilibre. Ce qui est plus intéressant encore, c'est de se demander pourquoi. Il ressort que les cinéphiles se comportent comme des particules de gaz en mouvement aléatoire. Comme le signale la loi du chaos, les particules de gaz, les balles de tennis de table ou les cinéphiles ont tous un comportement aléatoire, mais dont on peut prévoir le déséquilibre du résultat. Le bouche à oreille, les critiques et les premiers auditoires déterminent si les auditoires suivants seront peu nombreux ou très nombreux. Ces derniers auditoires déterminent l'ampleur des suivants, et ainsi de suite. Des films comme Titanic ou La vie est belle continuent d'attirer les foules, tandis que d'autres films, même coûteux et farcis de vedettes, finissent vite par être projetés dans des salles toujours plus petites, pour ensuite cesser tout à fait de l'être. Le principe 80-20 est à l'œuvre. Plan du livre. Le chapitre 2 expliquera la manière d'appliquer le principe 80-20. On y examine la distinction à faire entre l'analyse 80-20 et la pensée 80-20, deux méthodes utiles dérivées du principe 80-20. L'analyse 80-20 est une méthode quantitative systématique de comparaison des causes et des effets. La pensée 80-20 est une démarche plus globale, plus intuitive et moins précise, qui comprend des habitudes et des modèles mentaux nous permettant de formuler des hypothèses sur ce que sont les causes majeures de tout élément important de notre vie, d'identifier ces causes et d'améliorer grandement notre position en redéployant nos ressources à la lumière de nos découvertes. La deuxième partie du livre, La réussite d'une entreprise n'est pas un mystère, fait le sommaire des applications les plus puissantes du principe 80-20 au monde des affaires. Ces applications ont été mises à l'épreuve et sont considérées comme extrêmement précieuses. Mais, curieusement, la majorité des entreprises n'en tire pas parti. Il n'y a pas grand-chose d'original dans ce sommaire, mais quiconque souhaite augmenter sa rentabilité, qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande entreprise, y verra un ABC des plus utiles, le premier jamais publié dans un livre. La troisième partie du livre, Travailler moins, gagner plus et profiter davantage de la vie, vous apprendra comment vous pouvez exploiter le principe 80-20 pour améliorer votre sort sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Il s'agit d'une tentative nouvelle d'appliquer le principe 80-20 à un nouveau canevas. Cette tentative, bien sûr imparfaite et incomplète à bien des égards, aboutit toutefois à quelques intuitions étonnantes. Par exemple, 80% du bonheur ou de l'accomplissement dans la vie de l'individu se produit durant une petite partie de sa vie. On peut généralement en prolonger les pics les plus précieux. On a l'habitude de croire que l'être humain manque de temps. Ma façon d'appliquer le principe 80-20 me laisse croire le contraire. Nous disposons de tout le temps qu'il faut mais le gaspillons de manière honteuse. Nouvelle à cette édition, la quatrième partie traite de l'avenir du principe 80-20, et plus précisément du fait que l'omniprésence des réseaux a augmenté son influence et fait passer la proportion initiale de 80-20 à 90-10, voire à 99-1. Je vous expliquerai comment réagir à ce nouveau paradigme, afin que vous puissiez réussir encore mieux dans un contexte où la suprématie des réseaux et du principe se fait de plus en plus forte. La cinquième partie du livre,
Nouvelle réflexion sur le principe 80-20, associe tous les thèmes abordés et soutient que le principe 80-20 est le plus grand moteur de progrès ignoré qui soit à notre disposition. Il laisse entrevoir les applications possibles du principe 80-20 pour le bien public, pour l'enrichissement de l'entreprise et pour le progrès individuel. Pourquoi le principe 80-20 apporte-t-il de bonnes nouvelles? Je veux achever cette introduction sur une note personnelle. Je crois que le principe 80-20 est rempli de promesses. Certes, il reprend ce qui semble de toute façon évident, à savoir qu'il y a un tragique gaspillage partout, dans le fonctionnement de la nature, dans le monde des affaires, dans la société et dans nos propres vies. Si 80% des résultats proviennent de 20% des efforts, il est nécessairement logique que la vaste majorité de nos efforts 80% n'ait que peu d'effets de 20%. Paradoxalement, un tel gaspillage peut aussi être porteur de promesses. Si nous pouvons exploiter le principe 80-20 de manière créative, en ne nous contentant pas de repérer l'improductivité et de la critiquer, mais en agissant positivement pour y remédier. Il y a beaucoup de place pour l'amélioration, si l'on réorganise et réoriente la nature et nos propres vies. Améliorer la nature, refuser le statu quo, voilà la voie qui mène à tous les progrès, qu'ils soient évolutionnistes, scientifiques, sociaux ou personnels. Comme l'a si bien dit George Bernard Shaw, l'homme raisonnable s'adapte au monde. L'homme déraisonnable s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. Tout progrès dépend donc de l'homme déraisonnable. Ce qui ressort du principe 80-20, c'est que l'effet peut non seulement être augmenté mais aussi multiplié, si nous arrivons à rendre les causes à faible productivité aussi productives que les causes à haute productivité. Des expériences concluantes d'application du principe 80-20 au monde des affaires laissent croire que, avec un peu de créativité et de détermination, on peut obtenir ce bond de valeur. Deux chemins mènent à ce progrès. L'un consiste à transférer les ressources des utilisations improductives aux utilisations productives, clé de réussite de tous les entrepreneurs au fil des siècles. Il faut trouver un trou rond pour la cheville ronde, un trou carré pour la cheville carrée et un trou adapté à toute autre forme intermédiaire. L'expérience nous porte à croire que chaque ressource a son champ idéal, où elle peut être 10 ou 100 fois plus efficace que dans la plupart des autres champs. L'autre chemin menant au progrès, méthode privilégiée par les scientifiques, médecins, évangélistes, concepteurs informatiques, pédagogues et formateurs, consiste à trouver un moyen de rendre plus efficaces les ressources improductives, même dans leurs applications actuelles, à faire en sorte qu'elles se comportent comme leurs cousines productives, qu'elles imitent, fût-ce en les apprenant par cœur, les ressources très productives. Il faut repérer les quelques éléments qui fonctionnent à merveille, les cultiver, les nourrir, les multiplier. En même temps, le reste, la majorité des éléments qui se révèlent toujours peu utiles, doit être abandonné ou réduit au minimum. En rédigeant le présent ouvrage et en observant des milliers d'exemples du principe 80-20, j'ai senti ma foi se renforcer, ma foi dans le progrès, dans les grands bonds en avant, dans la capacité de l'être humain d'améliorer, individuellement et collectivement, la donne faite par la nature. Notre premier objectif est de découvrir selon quelles règles ils ont été pipés et comment nous pouvons les utiliser à nos propres fins. C'est précisément ce que le principe 80-20 peut nous aider à faire. Chapitre numéro 2. Comment penser 80-20? Dans le premier chapitre, j'ai expliqué le concept sous-tendant le principe 80-20. Le présent chapitre sera consacré au fonctionnement pratique du principe et à ce que celui-ci peut vous apporter. Deux applications du principe, l'analyse 80-20 et la pensée 80-20 fournissent une philosophie pratique qui vous aidera à mieux comprendre votre vie et à l'améliorer. Définition du principe 80-20. Le principe 80-20 énonce qu'il existe un déséquilibre intrinsèque entre cause et résultat, intrant et extrant, effort et récompense. Habituellement, les causes, intrants ou efforts se répartissent en deux catégories. Catégorie numéro 1. La majorité, qui ont peu d'effets. Catégorie numéro 2. La mince minorité, qui ont un effet majeur et dominant. Habituellement aussi, les résultats, extrants ou récompenses proviennent d'une minorité des causes, intrants ou efforts destinés à produire les résultats, extrants ou récompenses. La relation entre causes, intrants ou efforts, d'une part, et résultats, extrants ou récompenses, d'autre part, est dès lors généralement déséquilibrée.
Lorsque ce déséquilibre peut se mesurer arithmétiquement, il correspond à peu près à une relation 80-20. 80% des résultats, extrants ou récompenses, proviennent de seulement 20% des causes, intrants ou efforts. Par exemple, environ 80% de l'énergie planétaire est consommée par 15% de la population humaine. 80% de la richesse mondiale appartient à 25% de la population terrestre. Dans le domaine des soins de santé, 20% de la population ou 20% de ces maladies mobiliseront 80% des ressources. Imaginons qu'une entreprise vende 100 produits et qu'elle se soit rendue compte que ces 20 produits les plus rentables lui rapportent 80% de tous ses profits. Sur la figure ci-dessous, la bande de gauche comprend les 100 produits, chacun occupant 1/100 de l'espace. La bande de gauche représente les profits totaux que réalise l'entreprise sur ces 100 produits. Imaginons que les profits provenant du produit le plus rentable soient illustrés dans la bande de droite, à partir du haut. Disons que le produit le plus rentable rapporte 20% de tous les profits. La figure indique donc qu'un seul produit, donc 1% de tous les produits, occupant 1/100 de la bande de gauche rapporte 20% des profits. La zone ombrée représente cette relation. Passons ensuite aux produits situés au second rang sur l'échelle de rentabilité, puis au suivant, jusqu'à ce que nous ayons montré les profits des 20 produits les plus rentables. Nous pouvons ensuite ombrer la bande de droite selon le pourcentage du profit total que rapportent ces 20 produits. C'est ce que nous voyons sur la figure suivante, où, dans notre exemple fictif, ces 20 produits, 20% du nombre total de produits, représentent 80% des profits réalisés. Inversement, dans la zone blanche, nous voyons la contrepartie de cette relation. 80% des produits vendus ne rapportent globalement que 100% des profits réalisés. Le rapport 80-20 n'est qu'un point de référence. La relation véritable pourrait être plus ou moins déséquilibrée que cela. Toutefois, selon le principe 80-20, la relation sera dans la plupart des cas plus près de 80-20 que de 50-50. Si tous les produits de l'exemple précédent rapportaient le même profit, la relation serait telle qu'elle est illustrée à la figure suivante. Ce qui est curieux, et essentiel à retenir, c'est que les analyses, lorsqu'on en fait, font ressortir beaucoup plus souvent le modèle de la figure d'avant que celui de la figure ci-dessous. Dans presque tous les cas, un petit pourcentage du nombre total de produits rapporte un pourcentage disproportionné des profits. Bien entendu, le rapport exact peut ne pas être 80-20. Le rapport 80-20 est à la fois une métaphore commode et une hypothèse utile, mais il n'est pas le seul modèle possible. Parfois, 80% des profits proviennent de 30%, de 15%, voire de 10% des produits. En outre, la somme de ces chiffres ne doit pas nécessairement être 100. Il reste toutefois que la situation est généralement déséquilibrée et qu'elle correspond à un diagramme beaucoup plus semblable à celui de la figure précédente qu'à celui de la figure ci-dessous. Il est sans doute malencontreux que la somme des nombres 80 et 20 soit 100. Cela donne au résultat un air élégant, comme le seraient des rapports 50-50, 70-30, 99-1 ou bien d'autres combinaisons, et certes facile à retenir. Mais cela fait aussi que plusieurs croient que nous ne traitons qu'un seul ensemble de données, un seul ensemble 100%. Ce n'est pas le cas. Si 80% des gens sont droitiers et % gauchers, ce n'est pas là une observation de type 80-20. Pour appliquer le principe 80-20, il vous faut deux ensembles de données, dont la somme est de 100%, l'une mesurant une quantité variable possédée, manifestée ou causée par les personnes ou choses composant l'autre ensemble de 100%. Ce que le principe 80-20 peut faire pour vous. Toutes les personnes que j'ai connues et qui ont pris au sérieux le principe 80-20 en ont tiré des intuitions utiles qui ont parfois changé leur vie. Vous devez chercher vos propres applications du principe. Avec un peu d'imagination, vous les trouverez. La troisième partie du présent ouvrage vous guidera dans votre odyssée. Je peux tout de même vous donner quelques exemples personnels. Comment le principe 80-20 m'a aidé. Lorsque j'étais nouvel étudiant à Oxford, mon directeur d'études m'a dit de ne jamais aller au cours. Il est plus rapide de lire des livres, m'a-t-il expliqué, mais ne lis jamais un livre d'une couverture à l'autre, sauf pour le plaisir. Quand tu travailles, découvre le contenu du livre plus rapidement que tu ne le ferais en le lisant en entier. Lis la conclusion, l'introduction, puis encore une fois la conclusion. Ensuite,
Parcours brièvement les parties du livre qui t'intéressent. Ce que mon directeur d'études me disait en fait, c'était qu'on peut trouver 80% de la valeur d'un livre dans 20% ou moins de ses pages et qu'on peut l'absorber en 20% du temps que la plupart des gens consacreraient à sa lecture. J'ai adopté cette méthode de travail et l'ai appliquée à d'autres domaines. À Oxford, il n'existe pas d'évaluation continue des étudiants. La mention du diplôme décroché dépend entièrement des examens finaux, administrés à la fin du cours. J'ai découvert en analysant les anciens examens que l'on peut répondre correctement à au moins 80%, parfois %, des questions d'un examen en ne connaissant que 20% ou moins des sujets censés être couverts par l'examen. Par conséquent, les examinateurs peuvent être beaucoup plus impressionnés par l'étudiant qui en sait long sur relativement peu de sujets que par celui qui en sait pas mal sur beaucoup de sujets. Cette intuition m'a permis de poursuivre mes études plus efficacement. Sans travailler bien fort, j'ai obtenu un diplôme avec mention « très bien ». Je croyais à l'époque que les professeurs d'Oxford étaient faciles à duper. Aujourd'hui, je préfère croire, probablement à tort, qu'ils nous enseignaient le vrai fonctionnement du monde. Je suis entré chez Shell, où j'ai purgé ma peine dans une affreuse raffinerie. C'était peut-être bien pour mon âme, mais je me suis vite rendu compte que les emplois les mieux payés pour les jeunes sans expérience comme moi se trouvaient dans les services de consultation en gestion. Je suis donc allé à Philadelphie, où j'ai décroché sans peine une maîtrise en administration des affaires à Wharton, en faisant fi de la prétendue expérience d'apprentissage du genre camp d'entraînement que propose Harvard. Je me suis joint à une grande société américaine de consultants qui, dès le départ, m'a versé 4 fois le salaire que j'avais atteint chez Shell. Il ne fait aucun doute que 80% de l'argent que pouvaient toucher les jeunes gens de mon âge se concentrait dans 20% des emplois. Puisque trop de mes collègues consultants étaient plus futés que moi, j'ai déménagé dans une autre société américaine de stratèges. Je l'ai repérée parce qu'elle prenait de l'expansion plus rapidement que la société qui m'employait, malgré une proportion beaucoup plus faible d'employés véritablement intelligents. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, mais pour qui vous travaillez. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur les nombreux paradoxes du principe 80-20. 80% de la croissance dans l'industrie de la consultation stratégique, alors, et encore, en pleine expansion, était le fait de sociétés qui ne comptaient au total que moins de 20% du personnel professionnel engagé dans cette industrie. Étage 80% des promotions rapides n'étaient possibles que dans une poignée de ces sociétés. Croyez-moi, la compétence n'avait pas grand-chose à voir avec cela. Lorsque j'ai quitté la première société de stratégie pour me joindre à la seconde, j'ai fait monter le niveau moyen d'intelligence des deux. Ce qui m'intriguait était le fait que mes nouveaux collègues étaient plus efficaces que les anciens. Pourquoi ? Ils ne travaillaient pas plus fort, mais ils respectaient le principe 80-20 de 2 manières essentielles. Premièrement, ils comprenaient que la plupart des entreprises tirent 80% de leurs profits de 20% de leurs clients. Pour l'industrie de la consultation stratégique, cela signifiait qu'il nous fallait privilégier les gros clients et les clients durables. Les gros clients donnant de gros mandats, la société de consultation peut leur affecter une plus grande proportion de consultants jeunes et moins bien rémunérés. Les relations avec les clients durables créent de la confiance. Il est plus onéreux pour eux de changer de consultant. En outre, ces clients sont généralement peu sensibles aux questions de prix. Dans la plupart des sociétés de consultation en gestion, le plus excitant est de trouver de nouveaux clients. Chez mon nouvel employeur, les vrais héros étaient ceux qui parvenaient à travailler le plus longtemps possible avec les plus gros clients existants. Ils y arrivaient en cultivant de bonnes relations avec les grands patrons de ces entreprises clientes. La société de consultation respectait le principe 80-20 d'une seconde manière clé. Elle savait qu'elle obtiendrait 80% des résultats possibles en se concentrant sur 20% des enjeux, soit les enjeux les plus importants, ceux-ci n'étant pas nécessairement les plus intéressants du point de vue du consultant. Mais tandis que nos concurrents examinaient superficiellement toute une gamme d'enjeux et laissaient aux clients le soin d'agir, ou de ne pas agir, à partir de leurs recommandations, nous nous acharnions sur les enjeux principaux tant que le client ne se décidait pas à prendre les mesures appropriées. Il en résultait souvent que les profits du client montaient en flèche, comme nos propres budgets de consultation. Travaillez-vous à enrichir les autres ou à vous enrichir vous-même ? J'ai vite été convaincu que, pour le consultant et pour son client, le lien entre l'effort et la récompense était, au mieux, très lâche.
Mieux valait être au bon endroit au bon moment que d'être malin et de travailler fort. Mieux valait être astucieux et se concentrer sur les résultats plutôt que sur les intrants. Passer à l'action à partir de quelques intuitions clés rapportait les résultats souhaités. L'intelligence et le labeur n'y arrivaient pas. Malheureusement, pendant des années, un sentiment de culpabilité et la nécessité de faire comme mes collègues m'ont empêché de profiter pleinement de la leçon. Je travaillais beaucoup trop fort. À cette époque, la société de consultation en gestion employait plusieurs centaines de spécialistes et une trentaine des associés, dont moi-même. Mais 80% des profits allaient à un seul homme, le fondateur de la société, même si, numériquement, il représentait moins de 4% des associés et moins de 1% du personnel de consultation. Au lieu de continuer à enrichir le fondateur, 2 jeunes associés et moi avons lancé notre propre société de consultation en gestion. Nous aussi avons fini par recruter des centaines de consultants. Peu de temps après, même si, à nous 3, nous accomplissions moins de 20% du travail rentable de notre société, nous en touchions 80% des profits. Cela aussi m'a fait me sentir coupable. Au bout de 6 ans, j'ai vendu mes parts à mes associés. Comme nous doublions alors nos ventes et nos profits chaque année, j'ai pu en obtenir un bon prix. Peu de temps après, la récession de 1990 a durement frappé l'industrie de la consultation en gestion. Même si je vous conseillerais plus loin de vous débarrasser de tout sentiment de culpabilité, je peux dire que j'ai eu de la chance de me sentir coupable au bon moment. Même ceux qui appliquent le principe 80-20 ont besoin de la chance. J'en ai toujours eu plus que ma juste part. Les revenus des investissements peuvent surpasser de loin les revenus du travail. J'ai investi 20% de l'argent reçu de ces parts dans les actions de la société Filofax. Les conseillers en placement étaient horrifiés. À cette époque, je possédais une vingtaine d'actions de sociétés dont les titres étaient cotés en bourse, mais mon investissement dans Filofax, qui représentait 5% du nombre total de mes actions, constituait environ 80% de mon portefeuille. Heureusement, ce pourcentage a continué de monter, la valeur des actions de Filofax s'étant multipliée plusieurs fois au cours des 3 années suivantes. Lorsque j'en ai vendu une partie, en 1995, elle valait près de 18 fois ce que je les avais payées. J'ai fait 2 autres gros investissements, l'un dans un nouveau restaurant appelé Belgo, l'autre dans MSI, une entreprise hôtelière qui ne possédait aucun hôtel à l'époque. Ensemble, ces 3 investissements, au prix coûtant, représentaient environ 20% de mon actif net. Mais ils m'ont rapporté plus de 80% de tous mes gains de placement subséquents et ils constituent aujourd'hui 80% d'un actif net beaucoup plus important. Comme vous le verrez dans les prochains chapitres, 80% de l'augmentation de la richesse attribuable à la plupart des portefeuilles à long terme provient de moins de 20% des placements qui les composent. Il est donc essentiel de bien choisir ces 20% et d'y concentrer le plus d'investissements possible. Le bon sens voudrait que vous ne placiez pas tous vos œufs dans le même panier. Le bon sens 80-20 consiste à choisir soigneusement le panier, à y placer tous vos œufs, puis à le surveiller attentivement. Comment utiliser le principe 80-20 ? Il y a 2 manières d'utiliser le principe 80-20, comme l'illustre la figure ci-dessous. Traditionnellement, l'utilisation du principe 80-20 a nécessité l'analyse 80-20, qui est une méthode quantitative pour établir la relation exacte unissant cause, intrant, effort et résultat, extrant, récompense. Cette méthode pose comme hypothèse l'existence d'un rapport 80-20 pour ensuite rassembler les faits et déterminer le rapport réel. Il s'agit d'une démarche empirique qui peut aboutir à n'importe quel résultat, de 50-50 à 99,90,1. Si le résultat révèle un déséquilibre marqué entre les intrants et les extrants, disons un rapport 65-35 ou un rapport encore plus déséquilibré, il faut normalement passer à l'action. J'appelle pensée 80-20 une nouvelle manière complémentaire d'utiliser le principe. Vous devez réfléchir sérieusement à l'enjeu qui compte pour vous pour juger si oui ou non le principe 80-20 est à l'œuvre dans cet enjeu. Vous pouvez ensuite agir à partir de l'intuition ainsi formée. La pensée 80-20 n'exige pas que vous rassembliez des données ou que vous mettiez l'hypothèse à l'épreuve. Par conséquent, il se peut que la pensée 80-20 vous induise en erreur. Par exemple, il est dangereux de présumer que vous connaissez déjà ce que sont les 20% si vous repérez l'existence d'une relation.
mais je vous dirai qu'il est beaucoup moins probable que celle-ci vous induise en erreur que la pensée conventionnelle. La pensée 80-20 est beaucoup plus accessible et rapide que l'analyse 80-20, bien que l'analyse soit l'outil de choix lorsque l'enjeu est vital et que vous vous méfiez d'une estimation. Examinons d'abord l'analyse 80-20, puis la pensée 80-20. L'analyse 80-20. L'analyse 80-20 porte sur la relation existant entre deux ensembles de données comparables. L'un des ensembles est toujours un univers de personnes ou d'objets, dont le nombre est généralement de 100 ou plus et qui peut s'exprimer en pourcentage. L'autre ensemble de données concerne une caractéristique intéressante de ces personnes ou objets, laquelle peut être mesurée et elle aussi exprimée en pourcentage. Pourquoi utiliser la dénomination d'analyse 80-20 ? En comparant ces relations, l'observation la plus fréquente que l'on aurait faite il y a longtemps, sans doute durant les années 1950, est que 80% de la quantité mesurée correspond à 20% des personnes ou objets concernés. L'expression 80-20 est devenue le symbole de ce genre de relation déséquilibrée, que le résultat précis obtenu soit ou non de 80-20. Statistiquement, une relation 80-20 est peu probable. La convention 80-20 veut que ce soit des 20% supérieurs des causes qu'il s'agisse et non pas des 20% inférieurs. L'analyse 80-20 est le nom que je donne à la méthode selon laquelle le principe 80-20 a généralement été utilisé jusqu'à présent en tant que méthode quantitative et empirique pour mesurer les relations possibles entre intrants et extrants. N'appliquez pas l'analyse 80-20 de manière linéaire. Dans notre examen des utilisations de l'analyse 80-20, nous devons aborder brièvement ses abus potentiels. Comme tout autre outil simple et efficace, l'analyse 80-20 risque d'être mal comprise et mal appliquée et, au lieu d'être le chemin vers une intuition privilégiée, elle risque de servir de justification à une filouterie conventionnelle. Appliquée de manière non appropriée et linéaire, l'analyse 80-20 peut en outre égarer l'innocent. Vous devez rester vigilant pour débusquer tout raisonnement faux. J'illustrerai ce que j'entends par là au moyen d'un exemple puisé dans ma nouvelle occupation, l'édition. Il est facile de prouver que, la plupart du temps et presque partout, 20% des titres représentent 80% des livres vendus. Pour ceux qui sont imprégnés du principe 80-20, ce fait n'a rien d'étonnant. De là à conclure que les librairies devraient réduire leur stock de livres et concentrer leurs moyens sur les best-sellers, il n'y a qu'un pas. Pourtant, fait intéressant, dans la plupart des cas cette réduction de la variété a fait diminuer les profits au lieu de les augmenter. Voilà qui n'invalide pas pour autant le principe 80-20, et ce, pour deux raisons. Premièrement, ce dont il faut d'abord tenir compte n'est pas la répartition ou la distribution des titres vendus, mais bien les souhaits de la clientèle. Si le client se donne la peine de bouquiner chez le libraire, c'est qu'il souhaite y trouver une variété raisonnable d'ouvrages, contrairement à celui qui achète ses livres dans un kiosque ou un supermarché et qui ne s'attend pas à tout y trouver. Les libraires devraient concentrer leur attention sur les 20% de leurs clients qui leur procurent 80% de leurs profits et découvrir ce que ces derniers souhaitent. Deuxièmement, il faut retenir que ce qui compte, même au point de vue des livres et non des clients, n'est pas la distribution des ventes, les 20% de titres qui représentent 80% des ventes, mais bien la distribution des profits, les pourcents des titres qui rapportent 80% des profits. Très souvent, ces titres ne sont pas les prétendus best-sellers écrits par des auteurs connus. En fait, une étude menée aux États-Unis révèle que les best-sellers représentent environ 5% des ventes totales de livres. Les vrais best-sellers sont fréquemment des livres qui ne figurent pas sur les palmarès de vente, mais dont on écoule un bon nombre d'exemplaires bon an, mal an, souvent avec une marge de profit élevée. La même étude américaine ajoute, le stock de base est composé des livres qui se vendent année après année. Ces livres-là sont le 80 de la règle 80-20 et représentent souvent la majeure partie des ventes de livres portant sur un sujet donné. Cette illustration est salutaire. Elle n'invalide aucunement l'analyse 80-20, puisque la question à se poser doit toujours être celle-ci. Quels sont les clients et produits qui rapportent 80% des profits? Mais elle révèle le danger qu'il y a à ne pas réfléchir assez clairement à la manière dont l'analyse est appliquée. Lorsque vous utilisez le principe 80-20, soyez sélectif et n'hésitez pas à aller à contre-courant. Ne vous laissez pas entraîner à penser que la variable dont tous les autres tiennent compte, en l'occurrence les titres figurant sur la liste des best-sellers, est celle qui compte vraiment. Ce serait de la pensée linéaire.
L'intuition la plus précieuse qui découle de l'analyse 80-20 proviendra toujours de l'examen des relations non linéaires que négligeant les autres. En outre, vu que l'analyse 80-20 se fonde sur un instantané de la situation à un moment donné au lieu de tenir compte de l'évolution au fil du temps, vous devez être conscient que vous obtiendrez une vision inexacte si vous figez par inadvertance la mauvaise image ou une image incomplète. La pensée 80-20 et les raisons qui la rendent nécessaire. L'analyse 80-20 est extrêmement utile. Mais le commun des mortels n'est pas analyste, et même les analystes n'ont pas le temps d'examiner les données pertinentes chaque fois qu'ils doivent prendre une décision, sinon l'activité planétaire s'arrêterait net. La plupart des grandes décisions n'ont pas été prises après analyse et ne le seront jamais, si intelligents que deviennent nos ordinateurs. Par conséquent, pour que le principe 80-20 devienne le guide de notre vie quotidienne, nous avons besoin de quelque chose de moins analytique et de plus instantanément accessible que l'analyse 80-20. Nous avons besoin de la pensée 80-20. J'appelle pensée 80-20 le recours au principe 80-20 dans la vie quotidienne pour les applications non quantitatives. Comme pour l'analyse 80-20, nous partons de l'hypothèse de la possibilité d'un déséquilibre entre intrants et extrants. Mais, au lieu de rassembler des données et de les analyser, nous nous contentons de les estimer. La pensée 80-20 requiert, et la pratique nous permet de le faire, que nous repérions les quelques faits vraiment importants qui se produisent et que nous ignorions la masse de faits d'importance secondaire. Elle nous apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire. La pensée 80-20 est trop précieuse pour être réservée aux causes pour lesquelles les données et l'analyse sont parfaites. Pour chaque gramme d'intuition provoquée par des méthodes quantitatives, il doit y en avoir des kilos qui sont dérivés de compréhension soudaine et d'impression. C'est pourquoi la pensée 80-20, certes facilitée par les données, ne doit pas être contrainte par celle-ci. Pour nous engager dans la pensée 80-20, nous devons constamment nous demander quels sont les 20% qui mènent aux 80%. Nous ne devons jamais présumer automatiquement de la réponse à cette question, mais plutôt prendre le temps d'y réfléchir de manière imaginative. Quels sont les quelques intrants, causes essentielles, par opposition à la masse? À quel endroit la mélodie harmonieuse se noie-t-elle dans le bruit de fond? On utilise ensuite la pensée 80-20 dans le même but que les résultats de l'analyse 80-20, pour modifier un comportement et, normalement, pour concentrer son attention sur les 20% qui comptent. Vous saurez que la pensée 80-20 fonctionne lorsqu'elle amplifiera l'efficacité de ce qui vous intéresse. L'action résultant de la pensée 80-20 devrait vous permettre d'obtenir beaucoup plus de beaucoup moins. Lorsque nous utilisons le principe 80-20, nous ne présumons pas que ces résultats sont bons ou mauvais, ni que les forces puissantes observées sont nécessairement bonnes. Nous déterminons si elles le sont de notre propre point de vue, et décidons soit de donner à la minorité de forces puissantes un coup de pouce, soit de trouver un moyen de les entraver. Le principe 80-20 met la pensée conventionnelle sens dessus-dessous. L'application du principe 80-20 implique qu'il nous faut mettre au premier rang la productivité exceptionnelle, au lieu d'intensifier les efforts médiocres. Prendre des raccourcis, au lieu de faire tout le chemin. Prendre le contrôle de notre vie avec le moins d'efforts possible. Être sélectif plutôt qu'exhaustif. Viser l'excellence dans quelques domaines plutôt qu'une bonne performance en tout. Déléguer le plus de choses possible dans la vie quotidienne, la fiscalité devrait nous inciter à le faire plutôt que de nous en dissuader. Recourir au maximum aux services de jardiniers, mécaniciens, décorateurs et autres spécialistes au lieu de tout faire nous-mêmes. Choisir notre carrière et nos employeurs avec le plus grand soin et, si possible, employer les autres au lieu d'être nous-mêmes employés. Ne faire que ce dans quoi nous excellons et qui nous donne le plus de satisfaction. Regarder sous le vernis de la vie pour y découvrir paradoxes et bizarreries. Dans tout ce qui est important, concentrer notre travail là où 20% de l'effort peut apporter 80% des résultats. Ralentir, travailler moins et fixer un nombre réduit d'objectifs essentiels que le principe 80-20 peut nous aider à atteindre, au lieu de sauter sur toutes les occasions qui se présentent. Tirer le meilleur parti possible des quelques périodes de chance dans notre vie, des moments où nous atteignons des crêtes de créativité et où notre bonne étoile nous garantit la réussite. Le principe 80-20 ne connaît pas de limite. Le principe 80-20 exerce son influence dans tous les domaines d'activité, quels qu'ils soient.
La plupart des utilisateurs du principe n'appréhendent qu'une fraction de sa portée et de sa puissance. La pensée 80-20 requiert de vous une créativité et une participation active. Pour profiter de la pensée 80-20, vous devez penser 80-20. Le moment est bien choisi pour vous lancer. Si vous voulez commencer par des applications pour votre organisation, allez à la deuxième partie du livre, qui décrit la plupart des grandes applications commerciales du principe 80-20. Si vous souhaitez d'abord exploiter le principe pour apporter des améliorations majeures à votre vie, sautez à la troisième partie du livre, où vous trouverez une approche originale pour appliquer le principe 80-20 au tissu de la vie quotidienne. Chapitre numéro 3. Le culte clandestin. Il est difficile d'évaluer à quel point le principe 80-20 est déjà connu du monde des affaires. Le présent ouvrage est presque certainement le premier sur le sujet. Pourtant, dans mes recherches, j'ai facilement pu trouver plusieurs centaines d'articles faisant référence à l'utilisation du rapport 80-20 par toutes sortes d'entreprises, aux quatre coins du monde. Bon nombre de sociétés et d'individus qui connaissent la réussite ne jurent que par le principe 80-20. La plupart des titulaires d'une maîtrise en administration des affaires en ont déjà entendu parler. Pourtant, le principe 80-20, qui a touché la vie de centaines de millions d'individus peut-être sans qu'ils s'en rendent compte, reste étrangement à peu près inconnu. Le moment est venu de corriger cette injustice. La première vague 80-20. La révolution qualité totale. La révolution qualité totale, qui a eu cours entre 1950 et 1990, a véritablement transformé la qualité et la valeur des biens de consommation et autres articles. Le mouvement qualité totale a été une croisade menée en vue de fabriquer à faible coût des produits d'une qualité toujours plus grande, en appliquant des techniques statistiques et comportementales. L'objectif, aujourd'hui atteint pour la plupart des produits, était d'en arriver à un taux zéro de produits défectueux. On pourrait affirmer que le mouvement qualité totale a été la principale cause de l'élévation du niveau de vie dans le monde depuis les années 1950. L'histoire de ce mouvement est fascinante. Ces deux grands messies, Joseph Juran, 1904 à 2008, et Edwards Demain, 1900 à 1993, étaient tous deux américains, bien que Juran soit né en Roumanie. Respectivement ingénieurs électriciens et statisticiens, ils ont formulé leurs théories en parallèle après la Deuxième Guerre mondiale, mais ne sont pas parvenus à intéresser les grandes entreprises américaines à leur quête de qualité totale. Juran a publié en 1951 la première édition de son Quality Control Handbook, Bible du mouvement qualité totale, qui a été accueillie froidement. Seul le Japon a manifesté un intérêt sérieux pour les théories de ces deux hommes, qui ont tous deux déménagé dans ce pays au début des années 1950. Grâce à leur travail de pionnier, le Japon, davantage connu pour sa production de Camelot, est devenu un géant vigoureux, reconnu pour sa productivité et la haute qualité de ses produits. Ce n'est qu'au moment où les produits japonais, notamment les motocyclettes et les photocopieurs, ont envahi le marché américain que la plupart des entreprises des États-Unis et d'autres pays occidentaux ont commencé à prendre au sérieux le mouvement qualité totale. À partir de 1970, et surtout après 1980, Juran, Demain et leurs disciples ont entrepris une transformation tout aussi réussie des normes de qualité occidentales, laquelle a entraîné une amélioration considérable du niveau et de la constance de la qualité, une réduction spectaculaire du taux de rejet ainsi qu'une chute sans précédent du coût de fabrication. Le principe 80-20 était l'un des éléments clés du mouvement qualité totale. Joseph Juran, son propagandiste le plus enthousiaste, appelait ce principe le principe de Pareto, ou la règle des quelques éléments essentiels. Dans la première édition de son Quality Control Handbook, Juran affirme que les pertes, c'est-à-dire les biens manufacturés que l'on doit rejeter pour leur qualité médiocre, ne résultent pas d'un grand nombre de causes. Il écrit « Plutôt, les pertes sont toujours mal distribuées. Un petit pourcentage des caractéristiques de qualité contribue toujours à un fort pourcentage de la perte de qualité. » Juran a appliqué le principe 80-20 au contrôle statistique de la qualité. Il s'agit d'identifier les défauts causant une perte de qualité et de les ordonner à partir du plus important, des 20% des défauts qui causent 80% des problèmes de qualité aux moins importants. Juran et Demain ont fini par utiliser de plus en plus l'expression 80-20, incitant les entreprises à diagnostiquer les quelques défauts étant à l'origine de la majorité des problèmes.
La seconde vague 80/20. La révolution de l'information. La révolution de l'information, amorcée dans les années 1960, a déjà transformé les habitudes de travail et changé l'efficacité de larges pans de l'industrie. Elle vient tout juste de commencer à faire plus encore. Elle contribue à changer la nature même des organisations qui sont aujourd'hui les forces dominantes de la société. Le principe 80/20 a été, et sera l'accessoire clé de la révolution de l'information, qui aidera celle-ci à déployer et à orienter sa force de manière intelligente. Sans doute en raison de leur proximité avec le mouvement qualité totale, les spécialistes du traitement et des programmes informatiques connaissent généralement bien le principe 80/20 et en font grand usage. À en juger par le nombre d'articles portant sur les ordinateurs et sur les logiciels qui font référence au principe, on peut conclure que la plupart des concepteurs de matériel et de logiciels le comprennent et l'utilisent quotidiennement. La révolution de l'information a été des plus efficaces lorsqu'elle a appliqué les concepts de sélectivité et de simplicité inhérents au principe 80/20. 2 directeurs de projet en témoignent. Pensez petit. Ne planifiez pas au énième degré dès le premier jour. Le rendement de l'investissement obéit généralement à la règle 80/20. 80% des avantages se trouvent dans les 20% les plus simples du système, et les derniers 20% d'avantages proviendront des 80% les plus complexes du système. La société Apple s'est servie du principe 80/20 pour mettre au point son organiseur électronique Apple Newton MessagePad. Les ingénieurs du Newton ont tiré parti d'une version légèrement modifiée de la règle 80/20. Ils ont constaté que 0,01% du vocabulaire d'un individu lui suffisait pour accomplir 50% des opérations exécutables au moyen d'un ordinateur de poche. Le logiciel se substitue de plus en plus souvent au matériel, grâce au principe 80/20. Les logiciels à jeu d'instructions réduits RISC, inventés en 1994, en sont un bon exemple. La technologie RISC se fonde sur une variation de la règle 80/20. Selon laquelle un logiciel consacre 80% de son temps d'activité à l'exécution de 20% des instructions possibles. Le processeur RISC optimise la performance de ces 20% et réduit la puissance et le coût des puces nécessaires en éliminant les 80% restants. La technologie RISC fait avec le logiciel ce que CISC faisait avec le matériel. Les concepteurs de logiciels savent que, malgré l'incroyable efficacité de ces derniers, leur fonctionnement obéit à la règle 80/20. L'un de ces concepteurs affirme « Le monde des affaires obéit depuis longtemps à la règle 80/20 ». Cela est particulièrement vrai dans le cas d'un logiciel, dont 80% des utilisations ne font appel qu'à 20% de ses fonctionnalités. Cela signifie que la plupart d'entre nous paient pour des fonctionnalités que nous ne voulons pas ou dont nous n'avons pas besoin. Les concepteurs de logiciels semblent finalement l'avoir compris. Beaucoup d'entre eux parient que les applications modulaires régleront ce problème.